À l'Académie des mages offensifs, tout le monde est d'accord sur une chose. Il n'y a pas de place pour les guérisseurs ici. Mais notre héros pense différemment. Will est le meilleur guérisseur qui soit, et pourtant il s'inscrit dans cette académie. Tout le monde s'attend à ce qu'il échoue lamentablement. Un professeur décide même de le prouver en organisant un combat simulé. Dès le début du combat, le professeur utilise la magie de la Terre pour piéger Will, mais Will esquive facilement chaque attaque, augmentant sa vitesse grâce à la magie de guérison. Le professeur manque de le piéger dans un piège de terre, mais Will esquive à nouveau. Puis il passe à l'offensive. Il réduit la distance et frappe avec sa dague. Bien sûr, l'attaque ne fonctionne pas. Le professeur se couvre d'une armure de terre impénétrable, convaincu qu'un faible guérisseur sans magie offensive ne peut pas le toucher, mais Will sait comment s'y prendre. Dans ce monde, la plupart des mages limitent leur pouvoir car leur corps ne peut pas supporter toute leur puissance. Dépasser cette limite provoque la destruction du corps. Mais si Will supprime cette limite, il peut déchaîner une puissance massive au prix de la destruction de son propre corps, et cela ne le dérange absolument pas. Après tout, c'est un guérisseur. Will fonce en avant avec un poing surchargé. Ses bras se brisent alors qu'il fracasse l'armure de terre du professeur. Le professeur n'a même pas le temps de réagir. Il est mis KO instantanément. Alors pourquoi un guérisseur est-il dans cette académie? Parce que la dernière fois, tout le monde était inutile, et Will en est mort. Voici ce qui s'est passé à l'époque. On pourrait penser qu'être bon dans son travail vous vaudrait le respect que vous méritez de la part de vos supérieurs. N'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas le cas pour notre gars. Il se fait littéralement poignarder par son supérieur pour avoir fait un travail exceptionnel. Will est un jeune homme ordinaire avec une capacité de guérison extraordinaire, un pouvoir unique qu'il est le seul à posséder au monde. Il pouvait littéralement guérir les blessures les plus atroces comme si c'était un jeu d'enfant. Vous avez perdu un bras? Ce n'est pas grave. Le gars peut le faire repousser du moignon en quelques secondes. Actuellement, il sert aux côtés des derniers soldats sur le front qui luttent contre une armée démoniaque menée par des seigneurs démons, les forces même responsables du ravage du royaume de Grandbald. Les soldats se battent bec et ongles, faisant de leur mieux pour repousser les forces démoniaques qui ont déjà détruit le reste du monde. Quant à notre gars, il n'a aucune expérience du combat, il est donc chargé de soigner les blessés, les ramenant essentiellement du seuil de la mort. Mais soyons réalistes. Ces mortels n'ont aucune chance contre des créatures terrifiantes sorties des profondeurs de l'enfer. C'est pourquoi les soldats reviennent constamment avec des membres en moins, et notre gars continue de les soigner avec diligence. Cependant, à la longue, les soldats se lassent de se battre encore et encore, pour être à nouveau blessés. Ils ont accepté leur cruelle réalité. Ils sont foutus. Ils préféreraient mourir sur le champ de bataille et en finir avec cette merde. C'est exactement la raison pour laquelle notre gars a été poignardé par son capitaine. Le capitaine pense que Will ne comprend pas la douleur et l'horreur que les soldats endurent chaque fois qu'ils sont forcés de retourner sur le champ de bataille. Finalement, les soldats désespérés abandonnent la ligne de défense, permettant au monstre géant de commencer à ravager les vestiges du royaume. Will regarde, impuissant, tout le monde mourir sous ses yeux, regardant sa patrie s'effondrer. En levant les yeux vers cet énorme dragon, il réalise enfin le genre d'horreur que ses soldats avaient vécu. C'est à ce moment-là que sa plus grande force est devenue son plus grand regret. Si seulement il avait eu ce qu'il fallait pour se battre sur le champ de bataille, il aurait pu assurer la survie des gens autour de lui. Avec un désir brûlant de défendre son royaume de ses propres mains, le gars ramasse un simple caillou et commence à charger le dragon. Bien sûr, sa tentative ridicule de combattre un puissant dragon avec une simple pierre entraîne sa mort. Cependant, comme on pouvait s'y attendre, il se réveille près de 5 ans dans le passé, juste avant d'obtenir le titre de plus grand guérisseur du monde, un titre qu'il a fini par détester. Déterminé à ne pas répéter les regrets de son passé, il décide de s'inscrire dans une académie spécialisée en magie offensive plutôt qu'en guérison. Et son premier choix pour l'institut est l'Académie Schwartz, une école dédiée uniquement aux arts du combat. Dans ce monde, les arts de la guérison et l'art d'utiliser la magie offensive ne peuvent coexister, forçant les jeunes mages à n'opter que pour une seule profession. Cependant, Will décide de briser cette règle tacite et d'accomplir ce qu'il a échoué dans sa vie passée. Il prévoit d'utiliser ses connaissances passées pour se former de manière à non seulement savoir guérir, mais aussi à savoir se battre seul. Pour lancer le mouvement, il doit s'inscrire dans l'une des académies les plus prestigieuses que ce monde ait à offrir, est l'Académie Schwartz. On dit que cette académie peut former de jeunes talents pour en faire des mages offensifs de première classe. Sans oublier que le mage de combat le plus talentueux de la vie passée de Will était également diplômé de cette académie. Cependant, il y a un problème. Will est un mage guérisseur, donc entrer à Schwartz ne sera pas simple. Habituellement, les nobles dépensent une fortune pour faire inscrire leur progéniture idiote dans cette académie, mais notre gars est actuellement fauché. Même s'il commence à gagner sa vie en utilisant ses compétences de guérison, il ne pourra pas économiser assez avant la date limite d'inscription. Alors qu'il réfléchit à sa situation, sa sœur entre dans la pièce. La voir vivante lui met les larmes aux yeux. Remarquant sa réaction, elle suppose qu'il doit avoir mal au ventre pour pleurer comme ça. Il essuie rapidement ses larmes et bluffe, prétendant que quelque chose lui a juste irrité l'œil. Intérieurement, cependant, il peut à peine contenir la joie de voir sa sœur vivante. Il jure de la protéger cette fois de la catastrophe qui a consumé sa vie auparavant. Et pas seulement elle, il va s'assurer de protéger tout ce qu'il n'a pas réussi à sauver avant. Soudain,
une idée jaillit dans son esprit. Il semble avoir trouvé sa prochaine étape. Mais avant de continuer, voici un peu de contexte sur la Fédération des Académies de Magie. C'est une organisation qui supervise toutes les académies de magie du royaume, responsable de l'élaboration des règlements et des programmes pour toute l'éducation magique. À ce moment-là, le président de la fédération est aussi le directeur de l'Académie Schwartz. Mais pour une raison quelconque, le président a complètement cessé de prêter attention à la fédération. Bientôt, la raison est devenue évidente. C'était à cause de sa petite-fille malade, Marie. Au fait, le nom de ce grand-père attentionné est Arnolom Goldgrand, président de la Fédération des Académies de Magie et directeur de l'Académie Schwartz. Le vieil homme a promis à sa petite-fille qu'il trouverait un magicien guérisseur capable de la libérer de sa misère. Cependant, dans la vie précédente de notre gars, sa petite-fille est décédée parce que le président n'a pas réussi à trouver un magicien compétent à temps. C'est exactement pourquoi mon gars se faufile directement dans la chambre de la petite-fille du président. Assez commodément, notre gars n'a même pas besoin de se présenter au président qui est déjà présent. Le vieil homme connaît déjà l'étudiant boursier qui vient de Ellie. Après tout, Will est renommé dans tout le royaume pour le talent exceptionnel qu'il possède en magie de guérison. C'est exactement pourquoi le président trouve déplacé que quelqu'un du calibre de notre gars se faufile comme un voleur. Intérieurement, Will admet qu'il a raison. Peut-être que sans l'expérience de sa vie passée, il n'aurait pas osé s'infiltrer dans l'espace personnel de quelqu'un. Mais encore une fois, les formalités sont un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre en ce moment. Il devait entrer directement car lui seul peut la guérir. Bien sûr, le vieil homme sait que rien n'est gratuit, et il veut que ce jeune loup soit clair sur ses intentions. Will insiste sur le fait que le temps presse. Son traitement prime sur les négociations. Finalement, le vieil homme donne la permission dont notre gars a besoin. Il s'assoit au chevet du lit, prêt à guérir sa maladie, mais le regard intense du vieil homme attire son attention, fixant l'âme de notre gars. Le président fait pratiquement comprendre qu'un seul faux pas, et sang est fini de notre gars. Alors Will prend une profonde inspiration, prêt à ne pas se rater, et commence sa magie de guérison. Alors qu'il déploie cette magie de guérison, il se rend compte que sa réserve de mana a diminué par rapport à sa vie passée. Mais ce qui compte le plus, c'est l'exécution parfaite des formules de magie de guérison, dont il se souvient heureusement très clairement. Après un moment, la petite fille ouvre enfin les yeux. La première chose qu'elle remarque est le charmant prince qui l'a sauvée d'une situation de vie ou de mort. Elle est complètement troublée et se tourne de l'autre côté, embarrassée. Pendant ce temps, le grand-père n'arrive toujours pas à croire que sa petite fille est réellement sortie du coma. La jeune fille confirme son retour. Elle affirme même ne s'être pas sentie aussi bien depuis des années. Les yeux du grand-père attentionné se remplissent de larmes de joie. Les soucis qui le tourmentaient depuis si longtemps ont enfin disparu, et tout cela grâce à notre garçon. Peu de temps après, les deux hommes s'installent dans le salon. Après avoir exprimé sa gratitude, le vieil homme est prêt à exaucer n'importe quel vœu de notre garçon. Will l'assure qu'il ne demandera rien d'absurde. Son vœu est tout à fait dans les cordes du président. À ce stade, il est de notoriété publique que personne n'égale Will en matière de magie de guérison. Il est au sommet, sans plus aucune marge de progression. C'est précisément pour cela qu'il veut explorer un ensemble de compétences différents. Il veut s'inscrire à l'Académie Schwartz. Bien sûr, le vieil homme trouve cela absurde. Qu'une personne abandonne son aptitude naturelle pour explorer quelque chose de complètement nouveau semble inhabituel, mais comme le vieil homme avait déjà fait sa promesse, il va l'honorer. Il serre la main du jeune homme, promettant de tenir sa part du marché. Quelque part dans l'académie, un professeur apparemment toxique examine le dossier d'inscription de notre garçon. Il trouve les actions du président plutôt audacieuses, inscrire un mage guérisseur sans aucune compétence offensive dans une école de combat. Finalement, le jour de la cérémonie d'entrée arrive, et les nouveaux étudiants se rassemblent dans la salle de réunion de l'académie. Sur l'estrade, le président est là pour vanter les mérites de son institut. L'Académie Schwartz est un internat spécialisé dans la magie offensive avec son propre programme unique. Son vaste campus abrite de multiples terrains d'entraînement. Et ce n'est pas tout, avec ses installations de recherche avancées et son immense bibliothèque, elle se démarque encore plus. Des diplômés influents sont actifs même au-delà de l'académie, ce qui permet de recevoir diverses formes de soutien du royaume. Si je devais résumer, il n'y a aucun autre institut qui offre un tel environnement pour étudier les subtilités de la magie offensive. N'oublions pas que notre garçon n'est qu'un simple guérisseur s'inscrivant dans cette académie, ce qui est sans précédent jusqu'à présent. Il va donc de soi que son chemin à venir sera semé d'épines. Mais mon gars est prêt à affronter tout ce qu'il attend tant qu'il devient le mage offensif qu'il désire être. Cependant, la réalité est souvent loin des attentes. Le premier cours après la cérémonie d'entrée a lieu, et l'on peut voir où il transpirait à grosses gouttes. Il est censé toucher une cible avec un sort de magie de feu. D'une manière ou d'une autre, il parvient à activer un sort de feu, mais celui-ci s'éteint dès qu'il apparaît. Et ce n'est pas la première fois que cela se produit. Pour ne rien arranger, son professeur est une véritable ordure qui essaie d'intimider notre garçon en utilisant sa faiblesse comme levier. Will ne pourra assister au cours que s'il réussit à toucher le mannequin. Jusqu'à ce qu'il y parvienne, il est obligé de continuer son entraînement sur les terrains de l'autre côté du bâtiment scolaire. Will insiste pour que son professeur lui montre au moins les bases, sinon il ne pourra jamais l'apprendre correctement. Mais bon,
Il était clair depuis le début que ce professeur en particulier a une dent contre notre garçon. Pour lui, perdre du temps à enseigner à un guérisseur n'est pas le meilleur investissement. Will le supplie de lui permettre au moins l'accès à la bibliothèque pour qu'il puisse apprendre quelque chose de la théorie. Une fois de plus, le salaud humilie notre garçon pour n'être qu'un simple guérisseur, affirmant qu'ils n'ont aucune littérature utilisable par son espèce. Profitant de la situation, un connard blond frappe le guérisseur par derrière avec une magie sournoise, forçant Will à s'effondrer au sol. Le pauvre garçon ne s'attendait même pas à l'attaque soudaine, mais l'intimidateur pense que c'est une raison de plus pour profiter de la faiblesse du guérisseur. Il se vante du statut offensif de l'académie, alors les guérisseurs mauviettes comme Will peuvent dégager pour avoir osé s'inscrire. C'est la première fois que je vois un professeur s'allier avec l'intimidateur contre un étudiant. Tous les deux traitent Will comme un moins que rien, comme s'il était la pire des ordures à leurs yeux. Cette nuit-là, notre garçon semble épuisé sur le banc. Ses efforts pour apprendre la magie offensive ont jusqu'à présent été vains. Il savait que ce serait une galère simplement à cause de la différence entre la magie de guérison et la magie offensive. Les deux puissent dans leur propre type de source d'énergie. Le mana est le pouvoir de l'esprit, l'arme ultime d'un mage, qu'il active par des formules. Le mana se déplace également selon la volonté du lanceur. Utiliser ce mana pour l'explosion ou la puissance de feu donne la magie offensive. Les guérisseurs, d'autre part, possèdent un mana calme, mais c'est là que l'Académie Schwartz entre en jeu. Ils sont les meilleurs pour former des mages offensifs, donc il doit y avoir un moyen pour lui d'affiner le mana dynamique. Will croit fermement qu'il pourrait manipuler son mana de manière à convertir le mana statique en mana dynamique. Le plus grand obstacle sur son chemin, il ne peut même pas assister au cours en ce moment parce que ce prof de merde ne le lui permet pas. Will refuse d'abandonner, espérant rencontrer cette personne qui l'a aidé dans sa vie précédente. Rien que pour elle, son choix d'être venu dans cette académie pourrait bien valoir la peine. Malheureusement, il ne peut pas continuer à l'aveuglette, alors il pense à d'autres moyens. Mais soudain, une voix familière l'interpelle parce qu'il est de retard. Quand Will regarde la magnifique apparence de cette personne, il voit Veronica, une guerrière extrêmement compétente qui a combattu à ses côtés. C'était l'une des mages offensives de plus haut rang qu'il ait jamais connue, et à la fin, il a dû pleurer sa perte dans cette guerre tragique. Heureusement, elle est en vie dans cette chronologie régressive. Mais avant même qu'il puisse parler, cette femme sort la même épée qui peut tout couper en deux. Cette fille ressemble à une version féminine de Gojo avec les capacités de Sukuna. Le fait qu'elle pointe son épée sur lui n'est pas vraiment agréable, mais il s'avère qu'elle traque un étudiant suspect sur le campus, ce qui l'amène à se demander si Will et ce même étudiant a problème. Notre garçon clarifie rapidement qu'il n'est absolument pas ce type car si jamais elle l'attaque, il aura besoin d'une autre régression Izuke par Kamion-kun. Elle le croit, ce qui le calme, et il demande pour confirmer si elle est bien Veronica. La femme se sent offensée qu'il s'adresse au professeur de manière si désinvolte, ce qui le remplit de honte et de choc. Il savait qu'elle était plus âgée que lui dans sa vie précédente, mais pas de beaucoup. Il s'avère qu'elle est en fait un prodige qui a sauté des classes et a été promu professeur immédiatement, ce qui n'est absolument pas surprenant compte tenu de son talent divin. C'est l'opportunité que Will attendait, l'étoile filante qui pourrait enfin l'aider à apprendre la magie offensive. Will exprime son intérêt à suivre le cours de Veronica, sachant qu'elle est son dernier espoir. Il s'enquiert de la procédure d'inscription, mais elle le rejette immédiatement, déclarant qu'elle n'a aucun cours d'ouvert. Comme c'est une nouvelle enseignante qui a été promue après avoir sauté de nombreuses classes, elle n'a aucune idée de comment les choses fonctionnent ici. Pour cette année, le poste actuel de Veronica est d'être assistante instructrice pour répondre à certaines questions. Le plan était d'utiliser son jeune esprit pour se connecter avec les étudiants plus proches de son âge, ce qui ferait d'elle un excellent soutien pour eux. Cependant, ce qui la dérange, c'est que personne n'ose l'approcher pour quelque consultation que ce soit. Eh bien, notre garçon sait exactement pourquoi. C'est parce que cette femme sort son arme du crime à la moindre contrariété. Mais de son point de vue, c'est une excellente opportunité pour lui d'exploiter Veronica. Il n'a même pas besoin de suivre ses cours et peut simplement l'utiliser pour lui donner des cours particuliers. Alors il lui pose une question, sachant que c'est son travail d'y répondre. Allant droit au but, cet homme demande comment il devrait aborder l'apprentissage de la magie offensive en tant que guérisseur. À ces mots, Veronica réalise instantanément qu'il n'est pas un étudiant ordinaire, ayant senti la composition étrange de son flux de mana. Elle se souvient maintenant que ce type est le fameux nouvel étudiant qui a rejoint l'Académie Schwartz. De toute sa vie, elle admet même n'avoir jamais vu un guérisseur ordinaire essayer d'apprendre la magie offensive. La bonne chose à Schwartz, c'est que l'Académie offre une méthode pour cultiver ce qu'on appelle le mana dynamique. C'est une base qui, selon notre garçon, lui servira de point de départ parfait. Et quand Veronica confirme son existence, Will est vraiment excité, pensant qu'il a une chance. Un petit problème. Cette femme lui dit sans détour que cet abruti n'arrivera pas à apprendre la magie offensive, même avec cette méthode. Cette révélation étonne sincèrement notre garçon, surtout quand Veronica explique qu'il a déjà beaucoup trop de mana statique. Cela signifie que même s'il cultive le mana dynamique à partir de zéro, la majeure partie se convertira et se dissoudra en mana statique de toute façon. Et s'il essayait de cultiver le mana dynamique en utilisant une autre méthode, le mélange des deux qualités de mana l'empêcherait d'utiliser toute forme de magie offensive. La réalité semble bien sombre.
Le gars a changé d'académie pour se rendre compte qu'un soigneur normal ne peut tout simplement pas apprendre la magie offensive. Will commence à regretter de ne pas avoir reçu de manuel d'instruction quand Truck-kun l'a renvoyé dans le passé. Eh bien, il ne veut pas abandonner, même si cela signifie devenir Einstein de sa génération pour inventer une nouvelle méthode. Remerciant la professeure adjointe, il s'apprête à partir quand soudain Véronica l'arrête pour terminer son argument. Elle reprend là où elle s'était arrêtée, expliquant que même s'il est vrai que les soigneurs ne peuvent pas utiliser de magie offensive, il y a une faille qui pourrait permettre à un soigneur de devenir un mage offensif. La fille l'a complètement embrouillée, car même notre gars n'arrive pas à suivre cette logique. Véronica illustre son propos en dévoilant son épée de fer spécialement gravée, une arme qui peut trancher et vaincre les ennemis. Elle parle ensuite du banc à côté d'eux, fait en bois, conçu pour qu'on s'assoie dessus. En d'autres termes, la prof au cerveau lisse est en train de dire que Léo mouille et que le sol est fait de sol. Mais voilà le truc. Elle ramasse le banc et explique que même si elle l'utilisait pour tabasser quelqu'un, ce serait toujours une arme. De façon amusante, Will commence à se demander comment cette bombe musclée peut soulever un banc aussi lourd avec ses bras de spaghetti. Bref, l'approche de Véronica est que même si quelque chose est fait dans un but différent, on peut l'utiliser comme on veut. Pour personnaliser son argument, elle fait une démonstration avec sa main et se met à lui tapoter le visage, faisant rougir le jeune homme. C'est un rêve érotique pour la plupart des hommes, jusqu'à ce qu'elle finisse par lui donner une pichenette en plein visage, expliquant comment elle vient d'utiliser sa main à deux fins. Elle finit par le frapper bien trop fort, mais, quoi qu'il en soit, le principe reste le même. Même chose, mais usage différent. Les yeux de Will s'ouvrent enfin. Il commence à se demander s'il peut utiliser sa magie de guérison comme une attaque. Pendant tout ce temps, il n'avait même jamais envisagé cette idée. La raison même pour laquelle les deux factions de mages sont en désaccord est due aux différences inhérentes à leur propre forme de mana. Mais aux yeux de Véronica, ce gamin est différent. Elle pense qu'il a déjà fait un grand pas en s'inscrivant dans une académie de magie offensive, et même son mana indique qu'il n'est pas purement un soigneur. C'est une observation que Will lui-même n'avait pas remarquée, ce qui l'amène à se demander si c'est l'une des capacités que lui a donné Truck-kun. Pointant sa lame sur son cou, elle lui ordonne de prendre conscience et d'enflammer la passion agressive au fond de son âme. S'il fait ça, il deviendra inarrêtable et anéantira quiconque se mettra sur son chemin. Le lendemain même, notre gars repense à sa conversation de la veille avec sa professeure. Elle a utilisé de nombreux exemples différents pour illustrer son propos, et ce qui l'étonne vraiment, c'est qu'elle ne semble avoir aucun préjugé contre les soigneurs. Et puis il y a le fait qu'elle a pu improviser une théorie qui tenait la route. Will commence à penser qu'elle utilise elle-même la même méthode, mais le fil de ses pensées est interrompu par un instructeur qui l'interpelle grossièrement en l'appelant « soigneur ». Le cours d'aujourd'hui est en fait spécial, car il y aura une série de combats en 1 contre 1. Il peut participer aux côtés des autres. Bien sûr, qu'il puisse utiliser la magie offensive ou non, c'est son problème. Le prof salaud a également finalisé les paires. Et sans l'ombre d'un doute, cet homme a mis notre gars contre Ulpi, le connard blond de l'autre jour. Notre gars n'est pas impatient de faire ce match contre Ulpi, car le gamin vient d'une célèbre académie de nobles et a tout le soutien nécessaire. C'est un fils à papa, mais plus encore, c'est en fait un puissant mage offensif. Ulpi se voit déjà vainqueur et chambre notre gars, se demandant s'il va retourner pleurer chez sa maman après s'être fait démolir. Notre gars fait de son mieux pour ne pas se laisser provoquer par cet imbécile. Même s'il vient du futur et sait qu'il affronte un gamin, ça l'énerve quand même. La bonne chose, c'est que Will veut tester la théorie de Véronica en pratique, donc il montre de l'intérêt pour le combat. Il demande l'attention du professeur et refuse d'abandonner. Au lieu de ça, notre gars a une proposition, il explique qu'il n'a aucun talent pour la magie offensive, ce qui rendrait ce combat une perte de temps. Alors il fait monter les enchères et déclare tout net qu'il quittera l'Académie Schwartz s'il perd ce match. Le professeur est ravi d'entendre ces mots, mais la contrepartie est que si notre gars gagne, il sera autorisé à suivre les cours normaux. C'est une proposition insultante, mais Ulpi est si arrogant qu'il se marre, déclarant à quel point l'idée d'une victoire est ridicule. Il pense même que Will est en plein délire sur son île du Lulu, sans aucune chance de gagner. L'instructeur en a marre d'eux et accepte la proposition, ordonnant aux deux concurrents de se mettre en position. Il donne le signal du début du match, qui commence avec Ulpi activant calmement sa magie offensive. Il matérialise une volée de dagues rayonnantes. C'est sa spécialité appelée magie de création de couteaux. En gros, le gars est un Gilgamesh du pauvre avec des épées micro-pénis en guise d'arme. Projetant toutes ses dagues en direction de Will, il braille qu'un soigneur de merde n'a aucun moyen de se défendre. Mais notre gars prend la pose de Bouddha et tout le tralala, prêt à activer son extension de territoire. Au moment où il active sa technique, il est capable d'égaler la vitesse des dagues et de toutes les esquiver avec précision. C'est une technique appelée manipulation de la vie, qu'il utilise pour manipuler l'essence même des créatures vivantes près de lui, augmentant leur PV à la limite absolue. Mais ce n'est pas tout. Il peut aussi l'utiliser comme une attaque avec cette même approche. Ulpi panique et dit que c'est un coup de chance de merde, mais notre gars continue de charger son aura dans la même pose. Il attrape la dague du Gilgamesh de pacotille avant de trancher toutes les autres avec le style de Shiro et Miya. Les armes vacillent et n'ont fait aucun dégât jusqu'à présent. Mais notre gars ne fait que commencer, et avec une seule dague, il a l'intention de mettre fin à ce combat.
Les spectateurs n'arrivent pas à comprendre ce qui vient de se passer. Un soigneur utilisant une attaque offensive, ça ne rentre tout simplement pas dans leur tête. En réalité, Will a utilisé la magie de guérison comme une attaque et n'a même jamais utilisé de magie offensive. Ulpi est dans le pétrin et se vante de s'être retenu tout ce temps. Apparemment, le gars peut augmenter le nombre de couteaux à sa disposition, comme si ça allait changer quelque chose. Il fait pleuvoir les projectiles dorés sur le soigneur avec colère, mais notre gars commence nonchalamment à trancher chaque dague. À la fin de sa défense, elles sont toutes brisées au sol. Ulpi se prend toujours pour un caïd, alors il augmente la taille de sa dague micro-pénis. Et putain, cet angle a l'air un peu suspect si vous voulez mon avis. Quoi qu'il en soit, Will comprend que combattre Ulpi est pénible en raison de son talent et de sa compréhension de la magie. Pour augmenter la complexité et la puissance de feu, Ulpi fait tourner sa dague, lançant en gros un missile en direction de notre gars. Le gars a emprunté la technique de la flèche de feu de Sukuna, seulement pour que Will bloque aussi cette merde. Ulpi ne peut plus voler de techniques d'autres séries et rugit simplement de frustration. Pendant ce temps, notre gars pense qu'il devrait augmenter progressivement sa force. Le projectile féroce est dévié avec aisance, à la grande surprise des Ulpi. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, Will se téléporte derrière lui en utilisant la transmission instantanée de Goku, promettant de le soigner après ça. Puis il fonce direct pour l'achever, mais l'instructeur s'interpose et lance un énorme mur de terre entre les deux. L'instructeur estime que le match est terminé et leur dit de s'écarter pour la paire suivante. La défaite est une vraie leçon d'humilité pour le noble arrogant, mais Will est juste content de pouvoir assister aux cours normaux désormais, à la grande frustration de ce prof minable. Ayant terminé ici, il file, réfléchissant à son expérience de combat. Enfin, il a créé sa propre version de la magie offensive, et elle était assez puissante pour battre un excellent mage. Tout cela grâce au conseil de Véronica. Quant au connard de perdant, il est aidé par l'instructeur. Ulpi demande à son professeur de ne pas informer son père de ce match. Ce sont deux rageux de Reddit qui n'arrivent pas à accepter la défaite. Dans la scène suivante, on retrouve Will en classe. Il peut suivre les cours ici et affiner sa compréhension de la magie d'attaque. L'instructeur entre dans la pièce et jette un coup d'œil à Will avant de commencer le cours. Jusqu'à présent, ces cours ont été basiques. Un seul professeur principal s'occupe de tous les cours. Will est surtout intrigué par le cours de création d'outils magiques, se rappelant un concept similaire à l'Académie de guérison. La leçon d'aujourd'hui concerne la création de bombes de glace. L'instructeur distribuera du matériel que les étudiants devront assembler et traiter. Will se souvient qu'il n'a jamais vraiment fabriqué d'armes dans sa vie antérieure, seulement des objets de récupération. Mais dans l'Académie offensive, on attend de lui qu'il forge des armes pour le combat. Le mana utilisé à cette fin sera évidemment du mana dynamique, mais en matière de création, la nature du mana n'a pas beaucoup d'importance. C'est pourquoi Will n'aura aucun problème, même avec son surplus de mana statique. Et quand il jette un œil aux matériaux, il trouve des fragments de golem de glace et des branches de flamme en poudre. En suivant les instructions, il mélange le fragment, mais ressent soudainement un changement rapide. Will finit par lancer le fragment de glace grâce à l'amélioration corporelle, faisant détonner et exploser ce petit fragment, laissant derrière lui des pics de glace. Notre gars est assez impressionné, mais son petit tour de passe-passe est le comble du manque de respect pour son cours. L'instructeur le gronde et lui dit carrément qu'il va lui retirer des points. Les autres bruteries, Ulpus en particulier, ce qui indique qu'il complote avec le professeur. Le prochain cours de Will sur les créatures magiques est sur le point de commencer. Il reçoit une mignonne salamandre pendant que l'instructeur insiste pour que les étudiants de bas niveau écoutent attentivement. Notre gars est un peu mal à l'aise avec la proximité d'une créature magique. Cette petite machine à tuer projette un canon de feu, forçant Will à le dévier. En réalité, c'est juste quelque chose que notre gars a imaginé, attirant même l'attention de l'instructeur qui lui confisque son fidèle pot. Les choses ne s'annoncent pas bien, et Will commence vraiment à comprendre ce qui se passe. L'instructeur l'autorise à participer au cours, mais en réalité, il le torture à chaque cours. Cela signifie qu'il ne pourra pas apprendre, il doit donc à nouveau faire quelque chose pour remédier à sa situation. L'observant de loin, une étudiante particulière semble comprendre le deux poids, deux mesures qui est en jeu ici. Le harcèlement continuait sans fin. Will devait se protéger non seulement des étudiants, mais aussi des questions ridicules hors programme de l'instructeur. Ses points étaient réduits à néant, et même après les cours, il trouvait des tas d'ordures dans sa chambre. Quand il a essayé de confronter le superviseur à ce sujet, celui-ci l'a puni encore plus en lui retirant ses privilèges de dîner. Le pauvre se fait démolir de tous les côtés. Il s'effondre dans sa chambre, réalisant que cette académie est pleine de gens malveillants. Alors qu'il venait de faire un pas en avant, il doit maintenant faire face à une montagne de défis à surmonter à nouveau. Will comprend que son rythme de progression actuel fait des merveilles pour lui et ne veut pas laisser ses brutes le déranger. La meilleure chose est qu'il a combattu l'un d'eux et a réellement gagné le combat, ayant ainsi la preuve absolue qu'il peut devenir le mage d'attaque dont il a toujours rêvé. Se concentrant sur le positif, Will se souvient d'avoir acquis son manuel, il peut donc maintenant réviser ses devoirs et étudier correctement. Le lendemain arrive, et à sa grande surprise, il n'y a ni professeur ni âme qui vivent. L'instructeur arrive généralement à 7 heures, mais il n'y a qu'une seule étudiante près de lui. C'est presque comme si la nouvelle du changement d'horaire soudain n'avait pas été communiquée à certains étudiants. Agacé,
Will se lève pour engager la conversation avec la jeune fille. Il s'approche d'elle, la surprenant par son arrivée. Notre gars veut juste savoir si les cours ont été changés pendant la nuit, et c'est certainement lié à ça. L'instructeur déteste certains étudiants, et elle est aussi sur cette liste, donc ils sont tous les deux foutus. Elle pense que c'est une bonne idée que deux solitaires harcelés s'entendent, et Will peut sentir son angoisse. Alors il lui tend une main joyeuse, lui proposant d'être son ami. La jeune fille est stupéfaite et incline la tête avec un respect absolu pour lui. Elle se présente comme Erika Glenn, la première amie que Will s'est faite à la nouvelle académie. Elle pense qu'il est tout à fait normal qu'il n'ait personne à ses côtés, vu qu'il a rejoint les cours en retard et qu'il est un guérisseur. Erika souligne que les gens parlent toujours de la faiblesse pathétique des guérisseurs, ce qui stupéfie Will. Elle-même n'est pas du genre à se vanter d'avoir des amis, bien qu'elle soit une mage offensive. En observant sa personnalité, Will comprend que la discrimination féroce contre les guérisseurs semble être une culture de l'Académie Schwartz. Il est vrai que les mages offensifs combattent en première ligne, ils ont donc toutes les raisons de mépriser les guérisseurs qui restent à l'arrière. Même dans sa vie antérieure, Will s'était établi comme un célèbre guérisseur pour le royaume. Il avait de la crédibilité à l'époque, mais ici à l'Académie des attaques, les choses sont différentes. Will va se faire engloutir par la discrimination de l'Académie s'il ne lutte pas contre elle. Erika s'enquiert de son intention en venant à l'Académie offensive. Mettant de l'ordre dans ses pensées, Will répond qu'il refuse d'accepter sa réalité de guérisseur né et a l'intention de rejoindre les premières lignes. Sa raison la secoue, mais Will précise qu'il a ses propres raisons personnelles pour le soutenir. Quant aux intentions d'Erika, apparemment, elle appartient à une petite famille noble de la campagne. Sans fils né dans sa famille, ses parents pensaient que leur lignée s'éteindrait. Prenant les choses en main, elle a pensé que devenir une puissante mage d'attaque pourrait l'aider à devenir le chef de la famille par son seul statut. C'est un objectif compréhensible aux yeux de Will, mais le problème d'Erika est qu'elle n'a pas la moindre parcelle de talent pour la magie. Elle n'a pas d'amis non plus et se fait aussi harceler en classe. Heureusement, elle est heureuse de s'être fait un ami en notre gars, le traitant de cancre qui la réconfortera même quand ses notes seront basses. Le gars se fait descendre de partout, mais elle ne fait que plaisanter. Quoi qu'il en soit, il lui rappelle que les attentes d'Erika seront très bientôt comblées. Sans donner plus d'explications, Will les mène dans une autre salle de classe où le vrai cours a lieu. Ils trouvent tous les deux le chemin du vrai cours, seulement pour que l'instructeur, comme on pouvait s'y attendre, les considère en retard. Will s'excuse de ne pas avoir été au courant du changement d'horaire soudain, mais ce connard est intraitable et ne leur pardonne pas. Pour punir Will, il décide de lui balancer une autre question. C'est une mauvaise nouvelle. Erika sait déjà que notre gars n'a pas assisté à la plupart des cours précédents, ce qui signifie qu'il ne saurait rien. Jetant un œil au tableau, Will analyse le problème dans sa tête, tandis que son professeur souligne que des points seront retirés s'il ne donne pas la bonne réponse. Ulpi ridiculise encore plus Will, sachant qu'il est sur le point d'échouer. Mais notre gars est en pleine concentration, alors il prend la craie et commence à gribouiller intensément. Chaque mot capte l'attention de la classe. Même Ulpi pense que ce n'est qu'une tentative pour se faire remarquer. En vérité, Will trouve la bonne configuration, illuminant le cercle magique au tableau. Il a déjoué toutes les attentes, clouant le bec à toute la classe, y compris son prof de merde. Le professeur est forcé d'admettre que c'est la bonne réponse, stupéfiant Ulpi et même Erika. Il est tout simplement impossible que le nouveau ait réussi à déchiffrer la réponse même après avoir manqué tous ses cours. Juste après ce cours agaçant, Erika a immédiatement voulu savoir comment il avait réussi à résoudre cette question. Will explique que c'était en fait assez facile à résoudre car il l'avait appris dans le manuel. Il avait déjà lu le manuel, donc il savait à quoi s'attendre. Ce qui la stupéfie le plus, c'est que cet homme a dévoré le livre entier en une seule foutue nuit. Will ne l'a lu que pour la première fois et a fini par le lire à toute vitesse, le saluant comme l'un des plus grands livres sur la magie offensive. Des applications fondamentales et avancées y étaient mentionnées. Tout était couvert avec une précision intense. Il pouvait tout étudier par lui-même, mais sans une certaine compréhension de la magie, lire le texte était une corvée. L'avantage avec Will, c'est qu'il a toujours été bon dans les études théoriques, il a donc pu s'en sortir sans trop de difficultés. Il a tout appris sur la magie offensive en une seule nuit, le lisant comme si c'était un roman de fiction. Alors qu'il est amusé, Erika, elle, est complètement flippée. Le livre qu'il a assimilé est la bête noire de leur académie, quelque chose qui ne peut être traduit sans l'aide du professeur. Elle commence à regretter sa supposition initiale de l'avoir traité de raté et réalise qu'elle est la seule à être au bas de l'échelle. La jeune fille ne veut pas qu'il la laisse tomber dans les derniers rangs, tandis que notre gars lui assure qu'il va lui apprendre tout ce avec quoi elle a des difficultés. Après tout, ils sont meilleurs potes et dans la même classe. Erika esquisse un grand sourire, heureuse de recevoir son aide. La réalité, c'est que notre gars est venu à l'école pour ses objectifs, pas pour faire copain-copain avec le pouvoir de l'amitié. Mais comme il est seul, il aura besoin d'Erika, alors il lui parle d'une faveur qu'elle doit lui rendre. Le prochain cours est celui de magie offensive générale, un cours qu'il n'a jamais réussi à valider et la raison principale pour laquelle il n'a jamais pu accéder aux autres cours. Erika pense qu'il devrait pouvoir le faire facilement maintenant qu'il a vaincu Ulpi, mais la réalité est différente. En fait, Will ne peut pas utiliser la magie offensive générale comme tout le monde, mais il a une excellente idée. Le plan nécessite l'aide d'Erika pour qu'il réussisse.
Dans la scène suivante, les étudiants sont à nouveau rassemblés sur le terrain d'entraînement. En ce qui concerne la magie offensive, il y a deux branches, la magie générale et la magie unique. La magie générale fait référence à des sorts correctement formulés, la rendant facilement accessible à tous grâce à des formules. Contrairement à leur usage général, la magie unique est gravée à l'intérieur d'un utilisateur, comme la magie spéciale de création de couteaux d'Eulpus. Le programme de l'académie comprend des cours pour les deux types de magie offensive afin que les étudiants puissent se perfectionner. Bien sûr, la magie unique ne mène pas à une réponse correcte. Donc pour quelqu'un comme notre gars, c'est en fait le moyen le plus simple pour lui d'assister à de tels cours et de gagner. Malheureusement, il est bloqué quand il s'agit d'apprendre la magie offensive générale, et son professeur le sait très bien. Profitant pleinement du guérisseur, l'instructeur le félicite pour ses compétences théoriques et se demande comment il s'en sortira en pratique. Après tout, Will est censé échouer à ce cours s'il ne peut même pas utiliser la magie de base. L'instructeur insiste sur le fait que le devoir n'est pas différent de toutes les tentatives précédentes, avec pour objectif de tirer sur la cible. Une fois de plus, il rabaisse Will en qualifiant cela de tâche extrêmement basique, ce qui signifie que s'il échoue à quelque chose d'aussi fondamental pour l'académie, il ne pourra pas obtenir son diplôme. Reprenant ses esprits, l'instructeur se souvient comment le garçon a utilisé la magie de guérison dans des manœuvres offensives et comment la magie de guérison améliore les statistiques générales du corps. Mais c'est différent ici, car Will ne peut pas utiliser quelque chose comme la magie offensive. Il veut juste que ce gamin fiche le camp et abandonne son cours, mais notre garçon ne compte pas partir et sourit face à la situation. L'instructeur est complètement estomaqué quand il voit la main de Will engloutie par les flammes. Il n'y a absolument aucune raison pour que ce gamin soit capable de lancer un tel sort. Mais ne vous y trompez pas. C'est en fait juste une tactique sournoise utilisée par notre protagoniste. Toute sa stratégie repose sur le fait que Erika a créé la boule de feu en utilisant sa version de la magie offensive générale. Puis il a déployé la boule de feu à l'intérieur de la queue de la salamandre. Ensuite, Will utilise soigneusement l'auto-guérison pour attiser les flammes, les cachant dans sa main. En gros, il fait ce que Gojo Satoru fait avec sa technique de malédiction inversée pour maintenir l'infini. C'est de la guérison infinie. Mais même là, Erika doutait de son approche, se demandant à quel genre d'homme elle avait affaire, ne sachant pas qu'il fut à un moment le plus grand guérisseur de l'humanité. Quoi qu'il en soit, il a arrêté la magie de guérison juste après avoir ouvert sa main, donnant l'impression qu'il avait manifesté une boule de feu de la paume de ses mains. Vient ensuite la partie facile. Il la tire simplement sur la cible, l'atteignant en plein dans le mille. L'instructeur, le type tremble comme une feuille. Son élève lui a encore donné une leçon d'humilité. L'illusion est si bonne qu'il est totalement convaincu que Will a lancé de la magie offensive. Cela lui vaut une note de passage immédiate, les applaudissements d'Erika et la confusion totale des spectateurs. Mais surtout, Ulpi est furieux. Après le cours, il confronte le professeur pour avoir une réponse. Aucun des deux n'a la moindre idée de ce qui se passe. Il n'y a aucun moyen logique pour Will d'avoir appris la magie offensive générale. L'ego d'Ulpi est blessé à cause de la défaite qu'il a subie, et maintenant ce guérisseur va trop loin. Le type est prêt à aller jusqu'à se plaindre à son père pour anéantir la classe. Même le professeur est abasourdi par sa véhémence, tandis que le fier noble s'éloigne en ordonnant à l'instructeur de faire tout ce qu'il faut pour exterminer le guérisseur de leur classe. Ce salaud de professeur est maintenant dans une situation délicate car enfreindre les règles comporte le risque d'être découvert. Malheureusement, il a aussi passé énormément de temps à obtenir son poste à l'académie, alors il ne peut pas le perdre maintenant. Pesant les risques, l'instructeur décide qu'il vaut mieux pour lui de tenter sa chance et de se débarrasser du guérisseur qui essaie de se faire un nom dans leur académie. Le type se lance dans une querelle démesurée avec un élève de 15 ans et décide finalement de prendre les choses en main. Après les cours, sur le terrain d'entraînement, l'instructeur finit par convoquer Will, seul à seul. Le type menace notre garçon, mais Will le prend comme un compliment, trop naïf pour réaliser la situation dans laquelle il se trouve. L'instructeur explique qu'il veut rabaisser la confiance du gamin, surtout après qu'il ait manqué de nombreux cours à son arrivée à l'académie. Ce n'est même pas la faute de notre garçon, car c'est cet abruti de professeur qui a refusé de le laisser assister à ses cours au départ. Will rétorque qu'il a déjà vu la matière avec ses amis et en autodidacte, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais ce professeur a une approche tyrannique et s'en fiche tout simplement, croyant que cette nouvelle leçon est nécessaire pour Will. Le contenu est décidé par lui, en tant qu'instructeur. Donc ici, ils vont participer à un véritable combat d'entraînement. Will trouve assez suspect de devoir combattre un professeur sans raison, et l'instructeur sait que c'est injuste. Alors il accorde un handicap au garçon. Si Will parvient à porter ne serait-ce qu'un seul coup, il sera considéré comme le vainqueur de ce mini-examen. Avec un tel avantage, l'instructeur s'attend à ce que le garçon ne prenne pas la fuite et prenne le combat au sérieux. Bien sûr, ce clown n'a même jamais envisagé la possibilité de perdre. Il est à ce point confiant en ses capacités. Quant à notre garçon, il est perdu dans ses pensées, en train d'analyser la situation. Le gamin accepte les conditions du duel, au grand plaisir du professeur. Le combat commence immédiatement, l'instructeur utilisant un sort de terre depuis le sol. Heureusement, Will connaît un peu le style de combat de son professeur. Il sait que ce type est spécialisé dans la magie de la terre, alors il esquive rapidement le premier coup.
Mais ce même coup revient à la charge et le force à esquiver à nouveau. Will se fait marteler par de nombreux coups, mais il les esquive correctement. Le professeur se moque de lui parce qu'il ne fait qu'esquiver. Mais le problème actuel de Will est de gérer cette satanée magie de la Terre, qui peut être lancée en boucle. Et puis il y a le fait que son attaque a une portée énorme, ce qui la rend complètement différente de celle des Uppi. En même temps, le type n'a pas encore fini et se retrouve à passer en mode ultra instinct à chaque coup. Will réduit la distance et fonce vers son professeur qui active plus de magie de la Terre, créant un mur de chaque côté avant de le refermer, prenant le garçon en sandwich. Ce mouvement semble être la défaite ultime jusqu'à ce que le type voit son élève descendre du ciel, un poignard à la main. C'est la seule opportunité qu'il a, alors Will porte le coup de poignard, frappant la tête de son professeur. Malheureusement, cet homme a créé une armure durable, bloquant le coup. L'élève évite de justesse l'attaque suivante de l'instructeur, créant à nouveau de la distance. Cette petite vipère traite son élève de pathétique et révèle sa toute-puissante armure de fer. Même Will pense que ce nom est super ringard, tandis que son professeur se moque de lui pour avoir utilisé une imitation de la magie offensive générale. Il le méprise, le réprimande, et anéantit la confiance de l'élève pour avoir ne serait-ce qu'envisagé de devenir un mage d'attaque. Cependant, l'humble élève rappelle avec confiance à l'instructeur que la magie de guérison lui a permis d'étudier le corps humain dans les moindres détails. Ainsi, il a pu comprendre que la plupart des humains retenaient leur force pour ne pas tuer. Leur propre corps ne peut pas supporter toute leur puissance, et dépasser cette limite entraînerait la détérioration de leur corps. L'instructeur le prend comme une insulte car Will essaie de lui faire la leçon en prenant de grands airs. Mais ce que le gamin veut dire est en fait simple. Si quelqu'un peut retirer le limiteur du corps humain, il peut libérer une puissance énorme au prix de la rupture de son propre corps. Mais la chance pour Will, c'est qu'il est un guérisseur, alors il s'apprête à faire une Izuku Midoriya. Ça ne le dérange pas que ses bras finissent brisés dans le processus. La détermination du garçon stupéfie l'instructeur alors qu'il s'avance calmement, avec une assurance totale, vers son professeur qui pense toujours que son armure ringarde sera efficace. Deku prépare son Texas Smash. Oh, merde. Attendez. Encore la mauvaise histoire. Son professeur hurle alors que Will anéantit son armure avec son poing. Le type ne se contente pas de briser l'armure, il lui laisse le visage plus amoché que celui de Jake Paul dans son combat contre Anthony Joshua. Will rappelle au cher instructeur de ne pas décider du destin d'un élève et ressent une douce chaleur en se souvenant à nouveau des conseils de Veronica. Elle est la seule raison qu'il ait aidé à libérer une force si écrasante de la magie de guérison qu'il possédait déjà. Will sait qu'il peut devenir beaucoup plus fort. Mais alors qu'il est perdu dans ses pensées, l'instructeur l'attaque en douce avec une autre colonne de terre. Heureusement, il parvient à esquiver, mais ce n'est pas suffisant pour calmer la rage bouillonnante de cet homme. Will ne s'attendait pas à être pris par surprise par cette attaque, surtout qu'il avait déjà rempli la condition du test. L'instructeur débite d'autres conneries, affirmant qu'il n'y avait aucun témoin pour confirmer une telle chose, ce qui signifie que techniquement, un mage guérisseur ne l'a même jamais touché. Il refuse de reconnaître sa défaite face à un fichu guérisseur et déchaîne encore plus de sorts de terre contre notre garçon. Will commence à en avoir vraiment marre de l'approche les règles, c'est moi à la Seto Kaiba de cet homme. Mais comme il a déjà retiré ses limiteurs, il peut foncer à la vitesse d'une fusée et le dépasser à nouveau. L'instructeur n'a même pas pu comprendre l'avancée soudaine de Will alors que le garçon chargeait son poing lourd, prêt à le démolir une seconde fois. Même son armure ringarde ne se manifestera pas à temps pour le sauver de ce coup de poing dévastateur, mais le coup s'arrête. Juste avant de lui défoncer le visage, le coup de poing s'est arrêté. C'est comme si le cours du temps lui-même s'était arrêté. Le coup de poing de Will lui fracasse le visage, humiliant l'instructeur qui encaisse la douleur intense. Ce coup de poing honteux et lent est pire que de subir la dernière attaque. Il ne peut même pas s'enfuir cette fois, ni crier pour sauver sa peau. La scène est vraiment hilarante parce que ce seul coup de poing prend environ 50 cases. Finalement, Will exerce une force réelle et envoie cet homme voler, le faisant s'écraser au sol. Pendant tout ce temps, le guérisseur utilisait un autre de ses tours de guérisseur. Il ramène l'instructeur à la réalité, expliquant que seul un instant s'est écoulé dans le monde réel. Mais pas d'inquiétude. Il n'est pas comme son professeur qui n'explique rien et partage correctement ce qui s'est passé. D'abord, quand Will a porté son coup, il a activé un sort d'amélioration d'illusion. Ce sort est censé guérir les gens au sens affaibli comme l'a vu, mais récemment, notre gars l'a utilisé en combat pour augmenter sa vitesse et son temps de réaction. Il peut essentiellement l'activer contre un adversaire, hyperstimulant leur sens, leur faisant croire qu'une seconde dure en réalité 100 secondes. Cela rend l'attaque bien plus douloureuse, car elle est brutale et s'apparente à de la torture. Finalement, Will affiche un petit sourire sympathique pour son professeur et pose une dernière question, demandant s'il peut maintenant valider son cours. Avant même que l'instructeur snob ne réponde, le gars lui attrape l'épaule, le menaçant en lui rappelant qu'il va effacer jusqu'à la moindre once de discrimination que le professeur a pour le guérisseur. Ce même guérisseur inoffensif ressemble à un roi démon maintenant et souligne que son seul but est de profiter de ses cours, ce qui signifie que si ce type ou ses élèves l'interrompent à nouveau, les choses tourneront très mal pour lui. Will termine sa proposition avec un grand sourire, concluant leur rencontre. Ce soir-là, on voit l'instructeur faire les 100 pas, paniqué, se demandant quel genre de monstre il a rencontré. Il croyait que tous les mages guérisseurs étaient faibles à en crever et soumis aux ordres des mages de première ligne,
mais ce type est différent. Il a des compétences de combat de haut niveau et une intention meurtrière. Par coïncidence, il finit par tomber sur le petit comblon qui est curieux de connaître l'issue de la séance d'entraînement. Ulpi ricane, croyant que cela s'est terminé par la défaite de notre gars, mais il se fait ensuite réduire au silence comme un chien. L'instructeur en a marre des jérémiades de ce fils à papa et exhorte le noble à ne pas s'en prendre à Will. C'est pour leur bien à tous, et leur plus grande erreur a été de supposer que Will n'était qu'un simple mage guérisseur. Ulpi est surpris par ce conseil et évoque à nouveau la menace de son père, mais cette fois, l'instructeur n'a pas peur. En gros, il dit au petit comblon d'aller se plaindre à son papa autant qu'il le veut, car en vérité, si Ulpi avait toute cette influence, il aurait déjà pu facilement éliminer le guérisseur. La famille Omen n'obéit pas aux ordres des Ulpi, mais il est absolument certain que s'il continue de chercher des oiseaux nouveaux, il les détruira pour de bon. Ulpi est furieux, incapable de croire que la situation est dégénérée à ce point. Après cette correction phénoménale, quelques jours se sont écoulés. Le cours vient de se terminer. Will est tranquille car il sent que le noble blond est maintenant prudent avec lui. Il ne tente plus de coups tordus et ne fait plus de commentaires. Ainsi, notre gars peut enfin se concentrer sur ses cours, mais il n'est pas satisfait de la situation actuelle. En ce moment, son objectif ultime est de renverser la réalité de la destruction de l'humanité dans le futur. La seule façon d'éviter un destin aussi sombre est de devenir plus fort. Certes, sa magie de guérison l'aide à améliorer son corps, mais pour l'instant, il s'est limité à de simples attaques de force. L'amélioration sensorielle est aussi bonne pour les illusions, mais ce n'est rien comparé au style de combat polyvalent de la magie offensive. Will comprend qu'il doit se forger un style de combat entièrement nouveau pour rattraper son retard. Il explique ce processus de pensée exact à la professeure assistante Veronica, cherchant à nouveau ses conseils. L'approche de Will a besoin d'être peaufinée, mais Veronica a d'abord autre chose à dire. Il hésite à entendre ce qu'elle va dire, mais elle finit par le féliciter pour tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent. Grâce à ses contributions, les professeurs n'arrêtent pas de parler du guérisseur. Un mage guérisseur suit le rythme des meilleures classes de l'académie, et ce n'est pas rien. Bon, d'autres professeurs voient aussi ses progrès d'un mauvais œil, ce qui est logique. Fait intéressant, Veronica n'a révélé à personne quelle est la raison de ses progrès. Elle n'a jamais eu l'occasion de le mentionner aux autres professeurs car ils l'ignorent, la considérant comme spéciale même parmi eux. Notre gars est soulagé, car ainsi, il n'aura pas de problème. Ce sont ses conseils qui l'ont mené si loin, et il ne voudrait pas qu'elle ait des ennuis à cause de ça. La professeure ne s'en soucie pas et admet qu'en fait, elle lui est reconnaissante. Comme elle l'a déjà dit, les mages guérisseurs n'essaient même jamais de concrétiser leur théorie. Elle sort à nouveau son épée. Étrangement, elle aime beaucoup faire ça et défie notre gars en duel. Will n'avait clairement pas anticipé ce coup de la part de Veronica, mais elle est vraiment curieuse de voir où il se situe à son niveau. C'est le moyen le plus sûr de l'aider à devenir plus fort, mais notre gars n'est pas du tout prêt et panique complètement. L'épéiste souligne que l'ennemi n'attendra pas et fonce depuis sa position. Elle apparaît avec fracas juste devant lui pour le taillader, une attaque que Will parvient à dévier à la toute dernière seconde. Il peine à tenir son arme face à ses puissantes attaques, et elle continue de le submerger d'une rafale de coups. Malgré l'utilisation de tous ses boosts et de sa vitesse de réaction, il n'arrive même pas à la suivre. Le truc avec Veronica, c'est qu'elle est plus que rapide. Cette femme est la foudre incarnée. Son épée passe élégamment d'un coup à l'autre, ce qui signifie que dans une bataille d'endurance, c'est Will qui craquera le premier. En endurant les coups puissants, Will comprend qu'il n'a qu'une seule chance de l'impressionner avec sa vitesse qui repousse les limites. Ainsi, il la prendra au dépourvu. Injectant son énergie dans son talon, notre gars fonce avec sa propre férocité foudroyante. La professeure ne s'attendait pas à cette manœuvre, comme il l'avait prédit. Et au moment où la lame est sur le point de lui poignarder le visage, elle réagit à bout portant et contre-attaque en pulvérisant littéralement son arme. Le combat est terminé, et même avec tous ses efforts, Will n'est pas à la hauteur des compétences de la guerrière d'élite. Veronica exprime son enthousiasme. Elle ne pensait pas qu'il pourrait lui jouer un tour pareil. Ce qu'elle a utilisé pour le contrer était une épée magique. Pendant tout ce temps, elle pensait qu'il était un mage guérisseur capable d'utiliser des manœuvres offensives, mais c'est différent. Les compétences de combat actuelles du garçon le classent près du sommet du classement, mais comme toujours, Will n'est pas satisfait de ses progrès. Elle approuve son ambition et sa détermination à devenir plus fort, et comprend que l'amélioration n'est pas son but final. Will admet qu'il essaie de supprimer le limiteur de son corps, mais que ce ne sera pas suffisant, comme leur combat l'a prouvé aujourd'hui. La professeure fait une autre analogie, affirmant que le but d'une épée va au-delà du simple fait de la brandir. Elle peut stocker et être lancée, et la magie de guérison doit aussi avoir de telles applications. Malheureusement, Will a réfléchi à des idées similaires, mais n'a rien trouvé. La magnifique épéiste explique que son point faible est son manque d'expérience réelle au combat. Il lui manque l'intuition pour formuler ce que signifie se battre. Selon Veronica, l'expérience l'emporte sur la connaissance lorsqu'elle est correctement appliquée. Même dans leur combat actuel, Will a remarqué une petite chose qu'elle a utilisée. Comprenant son conseil, Will demande s'il devrait faire plus de combats d'entraînement contre la professeure. Veronica aime cette approche, mais recommande qu'il participe à une mission d'entraînement de subjugation de monstres. Le garçon est déconcerté. Enfin,
Il vivra de près une situation de combat à la vie à la mort. Il a en fait participé à la même compétition entre les 3 académies de Schwartz, Elich et Zilburn. Les 3 académies se vantent de leurs styles offensifs, défensifs et d'épéistes. Leurs étudiants sont censés exécuter des requêtes de subjugation. À l'Académie Elich, le garçon n'a pas participé à la mission elle-même, mais cette fois, il a l'opportunité d'éliminer des monstres cauchemardesques et d'acquérir de l'expérience contre la destruction à venir. Où il rassemble sa détermination pour sa toute première mission de subjugation. Véronica l'observe avec intérêt, lui rappelant les conditions de participation. Le garçon doit prouver ses capacités lors de l'examen de sélection, et une rumeur circule à propos d'un prodige parmi les premières années. Le nouvel objectif de Will est d'obtenir la première place lors du processus de sélection face à ses camarades de classe. Il se renseigne sur les détails de l'examen de sélection. Le critère est simple, les candidats s'affronteront les uns les autres. En général, 100 personnes se portent volontaires et démontrent leurs compétences, sélectionnant la crème de la crème. Même notre gars commence à en avoir marre de l'axe constant que met l'école sur le combat. À l'Académie de guérison Elich, quelques volontaires se sont présentés, ce qui signifiait que n'importe qui pouvait participer à la mission. Mais c'est un format différent à l'Académie Schwartz, qui dispose d'un processus de sélection. Will se remémore les bons souvenirs de l'Académie de guérison, se demandant comment va son ancien maître en ce moment. Véronica revient sur le sujet de l'étudiant prodige dont le niveau de compétence dépasse de loin celui de certains instructeurs. Cela signifie que Will n'obtiendra pas facilement cette première place, ce qui l'amène à se demander si la professeure assistante a personnellement rencontré cet étudiant. Malheureusement, elle n'a jamais eu l'occasion de rencontrer ce type car il aime éviter les professeurs, agissant comme s'il était bien meilleur qu'eux. Il ne vient même pas lui poser de questions, mais c'est sans compter le fait qu'elle est intimidante. Quoi qu'il en soit, Véronica promet à Will de l'aider pour son entraînement en vue de l'examen, ce qui lui remonte le moral car elle est sa seule chance de s'améliorer. On passe directement au jour de l'examen de sélection. Will entre dans l'arène, soulignant que le temps a passé vite depuis. Il se sent plus confiant que jamais, ayant terminé tous ses préparatifs. Alors qu'il se mêle à la foule, une certaine voix l'appelle par son nom. C'est le président de l'Alliance des Académies de Magie, Arnalom. Le directeur est heureux d'annoncer que sa petite fille se rétablit régulièrement depuis qu'il l'a guérie. Le président s'excuse même de ne pas s'être occupé du garçon, même après qu'il a sauvé la vie de sa petite fille. Will explique que même s'il a eu du mal avec les défis de l'académie au début, il est maintenant complètement intégré sans aucun problème. En fait, il est même déterminé à obtenir la première place à l'examen de sélection, un noble objectif qui impressionne le président. Interrompant leur conversation arrive le rabat-joie, un instructeur qui réduit à néant les paroles de Will en les qualifiant de blagues. Il pense que ce morveux sous-estime grandement sa classe. Et au fait, Bod est aussi le superviseur de l'entraînement sur le terrain pour l'événement. Chose intéressante, Will a rencontré ce type dans sa vie antérieure. Bod était surnommé l'éclair violet, connu pour ses incroyables résultats en tant que héros dans la Grande Guerre. Malheureusement, ces deux-là ne se sont jamais bien entendus, et même maintenant, c'est la même chose. Le mage macho et ténébreux intimide le guérisseur en soulignant que le monde est rempli de génies du combat. L'entraînement n'est qu'une goutte d'eau en comparaison. Il dénigre ouvertement Will en face, déclarant que le gamin n'a aucune chance de gagner en tant que guérisseur. Le garçon ne répond pas, tandis que le président recommande qu'ils règlent leurs différends pendant l'examen, pas avant. L'instructeur insiste sur le fait qu'il ne fait qu'éduquer le morveux et souligne que le vrai vainqueur de cet examen sera Sirius de sa classe. Ce jeune homme est tout simplement un copier-coller d'un personnage de Genshin Impact. Sirius Blue Note est le prodige que tout le monde acclame avec de grandes attentes et c'est aussi l'homme que notre garçon est destiné à affronter pour la première place à l'examen. La compétition est féroce, et le président est excité de les voir se regarder fixement. Sans perdre de temps, les candidats entrent dans l'arène des concurrents, entourés d'une foule en délire qui attend un match épique. Will et Erika sont au deuxième rang, à l'avant, et le guérisseur exprime son choc de la voir participer. Malheureusement, elle doit participer, sinon elle perdra ses privilèges d'allocation à l'académie. Même Ulpi regarde notre garçon de loin pendant que le président félicite officiellement les candidats d'être arrivés jusqu'ici et espère que les meilleurs mages gagneront. La première manche sera une épreuve préliminaire, qui éliminera la plupart des candidats, ne laissant que les meilleurs pour la sélection proprement dite. Cela signifie qu'ils vont tous se battre en même temps, sans étudiant les uns contre les autres. L'espace est bien trop exigu pour leur combat, mais pas de souci, car le président utilise son expansion de domaine personnel pour les projeter dans une dimension entièrement différente. Les étudiants n'arrivent même pas à comprendre où ils ont été transportés, tandis que le vieil homme se tient au bord de l'espace lui-même, les dispersant à différents endroits. Will est transporté dans une forêt juste derrière l'académie. Une fois tous les étudiants transportés, le directeur annonce qu'ils ont tous été placés dans des lieux aléatoires. Le but est de coopérer intelligemment et d'éviter les adversaires trop puissants. Toutes les positions de départ sont basées sur la chance. Will est là, admirant l'incroyable compétence de téléportation du président, car ce vieux schnock vient de les téléporter tous en même temps. Ainsi commence l'examen d'entraînement sur le terrain. Tout d'abord, notre garçon saute sur une branche avant d'activer le sort de dissimulation de présence. De cette façon, il masquera sa présence et deviendra furtif, jouant la sécurité face aux autres concurrents. Quand il regarde en arrière,
Il trouve en fait 3 étudiants en train de s'affronter. L'un d'eux utilise un puissant golem de terre, qui pourrait passer pour un Pokémon, pour être honnête, tandis que cette autre fille a un énorme marteau de fée. Ils sont tous les deux si occupés à s'affronter qu'il en oublie le 3e attaquant, une femme qui les gèle sur place. Will est impressionné de voir l'éventail de compétences que possèdent les autres mages d'attaque et pense qu'il y a beaucoup à apprendre d'eux, au-delà de vouloir la première place. Il aime ce qu'il vient de voir et a l'intention de l'intégrer à son propre ensemble de compétences. Le combat est terminé, et le dernier survivant est le type au golem. Il est en train de célébrer sa victoire dans un combat épique. Pendant ce temps, notre garçon arrive et lui fait un sale coup par surprise. Will lui attrape la tête et active le blocage de conscience, l'assommant immédiatement. Pensez-y comme une mini-version du vide infini de Gojo, encore une fois. Avec cette capacité, Will peut manipuler la force vitale de son adversaire et le forcer à s'évanouir, mais sa prise doit être ferme, sinon la technique ne fonctionnera pas correctement. C'est une technique qu'il a empruntée à Veronica pendant leur séance d'entraînement. Perdu dans ses pensées, Will remarque à peine une attaque venant dans sa direction. Il esquive un tas de courtes dagues et se souvient immédiatement que c'est encore ce même crétin. Cette fois, le gamin a aussi amené ses amis. Ulpi croit qu'il essaie juste de réussir cet examen comme n'importe quel autre étudiant, mais il a l'avantage du nombre dans une situation de 3 contre 1. Ulpi active la magie de création de couteaux. Un laquais enduit ses dagues de poison. Le dernier laquais utilise la magie du clonage d'ombre pour les multiplier encore plus. Avec ses lames empoisonnées, même une simple égratignure pourrait causer la mort de notre garçon. Bloqué est tout simplement hors de question. Des dizaines de lames jaillissent vers Will, le pourchassant. Alors qu'elle s'approche de lui, il envisage l'idée de guérir le poison avec la magie de récupération. Gérer autant de ces dagues, même avec l'amélioration corporelle, semble être une vraie galère. Acculé, il décide de tenter une technique complètement nouvelle. Une barricade soudaine apparaît devant lui, défendant Will des couteaux. Ulpi est stupéfait en voyant le même golem de roche servir maintenant un nouveau maître. L'astuce avec la magie de récupération, c'est qu'elle peut être utilisée sur d'autres créatures vivantes. Le golem de roche ici est capable de bouger de lui-même en utilisant le sang du lanceur. Bien qu'il soit incapable de mouvements complexes, le guérisseur peut facilement le manipuler en utilisant son sort appelé imprégnation de pseudo-vie. Le golem charge le trio de bras cassés. D'abord, notre gaillard frappe un type à la poitrine, puis il s'assoit sur un autre, lui causant probablement des maux de dos permanents. Les 2 autres étant hors jeu, on voit Ulpi paniquer. Il est foutu car notre garçon fonce sur lui comme Minato Namikaze, lui attrapant le visage et le faisant dormir. Le combat est terminé, alors Will retourne en mode furtif, son golem prenant l'avantage sur le champ de bataille. Comme ses techniques d'amélioration le limitent au combat rapproché, sa meilleure option est d'utiliser un golem pour compenser une faiblesse évidente. Il peut aussi observer tout le monde en toute sécurité de cette manière. Soudain, une tornade gigantesque attire son attention. C'est comme si une catastrophe naturelle avait frappé la forêt. Mais non, cette spirale de vent est une véritable vague Kamehameha, à laquelle notre garçon parvient à peine à échapper. L'attaque laisse littéralement des cicatrices sur la foutue terre, anéantissant le golem ainsi que le reste des étudiants, et même abattant tous les arbres dans la zone restante. Au loin, où il voit un homme. C'est Sirius, l'étudiant prodige, et je ne plaisante même pas. Le mec a plus l'air d'un personnage principal que celui qu'on a. Ses capacités sont terrifiantes au premier coup d'œil. Will se demande s'il devrait utiliser une technique pour le combattre, mais soudain, le match est forcé de se terminer. Le directeur félicite chaque candidat pour ses efforts, concluant ainsi l'épreuve préliminaire. Seuls les 4 concurrents restants passeront à la phase suivante. La vraie compétition se tiendra dans l'arène. Donc, d'ici là, le président conseille aux étudiants de se reposer pendant qu'il active la magie de transfert. Pendant que la magie de transfert est en cours, Sirius, l'homme très sérieux, regarde sérieusement avec une expression sérieuse notre sérieux protagoniste. Will doit trouver la volonté de battre ce type en un jour. Ils disparaissent tous les deux après ça. De retour à la maison, notre intello est occupé à faire ses devoirs, pensant à une stratégie pour l'examen. Juste devant sa chambre, Ulpi et sa bande de perdants sont arrivés une fois de plus. Ils en ont déjà marre de se prendre des tôles à chaque fois qu'ils défient le guérisseur. Mais Ulpi est un mauvais perdant, un connard. Il se soucie de la fierté de sa famille noble et veut défendre l'honneur de la famille humaine contre un simple guérisseur. Ce qui l'inquiète le plus, c'est que son père découvre toute la situation. Pourtant, ses amis n'ont tout simplement pas le cœur de l'accompagner. Ils le lâchent et le laissent se débrouiller avec ses propres problèmes. Opus panique et finit par bouillir de colère, déclarant qu'il a un moyen de se débarrasser du guérisseur même sans utiliser la magie, pendant que notre gars se la coule douce dans sa chambre. Soudain, Will entend frapper à une heure étrange. Il se lève pour ouvrir la porte et a déjà un mauvais pressentiment. Évidemment, c'est Ulpi à la porte, qui sort son numéro de noble ringard et le salue chaleureusement. Will est méfiant et ne gobe pas son jeu d'acteur, mais le noble doré est juste là pour discuter. Il exprime sa haine pure pour les guérisseurs, expliquant qu'il a fait tout un tas de choses pour éliminer Will de l'académie. Évidemment, notre gars a retourné la situation à chaque fois et l'a surclassé coup sur coup. Mais maintenant, Ulpi est venu avec un message personnel. Son jeu d'acteur poli tombe lorsqu'il ordonne aux gamins de quitter l'académie. Ouais. Tant pis pour cette performance d'acteur merdique.
Will commence sincèrement à respecter l'acharnement de ce type. Genre, il ne peut pas le laisser tranquille une bonne fois pour toutes. Ulpi se vante d'être un membre respectable d'une famille noble et n'aime pas que les guérisseurs traînent dans les parages. Même son frère aîné était faible en tant que guérisseur. Les gens se moquaient de lui, et il se contentait de sourire devant eux. Les mages offensifs sont fiers, et les guérisseurs ordinaires sont pitoyablement pathétiques. C'est la sombre réalité de la plupart des enseignements des familles nobles, un système de torture. Olpi insiste pour que Will parte grâce au pouvoir de la persuasion, mais Will ne va vraiment pas lui dire « Ouais, mec. Merci. Laisse-moi abandonner ». Alors il refuse. Le noble cesse de préparer à cela et souligne qu'il sait des choses sur la famille de Will. Grâce à ses serviteurs et à ses relations dans le monde extérieur, le noble a découvert que Will a une sœur. Tous les deux partagent un lien adorable. D'un seul ordre, ses serviteurs pourraient facilement éliminer la sœur du garçon s'ils le voulaient. Maintenant, la scène devient bien plus intense. Le comportement distant habituel de Will disparaît et il lui saute au cou avant de le gifler violemment au sol. Ensuite, il passe derrière lui, tirant son bras dans une position où il pourrait facilement se briser. Will rappelle au cher noble qu'il a déjà pris sa décision. Et malgré les jérémiades des Ulpus, son bras fait craque, le laissant gémissant et en piteux état. Le noble est toujours obsédé par la vengeance, déclarant que l'Académie ne lui pardonnera pas de lui avoir cassé le bras. Mais voilà l'astuce, le mec a oublié que Will est en fait un guérisseur. Tout est réparé, ce qui signifie aussi qu'on peut joyeusement le recasser. Craque une deuxième fois, laissant Ulpi dévasté par une douleur rugissante et traumatisante. Will le guérit à nouveau, et ce petit jeu continue. Le noble supplie à nouveau, mais son bras se casse quand même une fois de plus. Le cycle de cassage et de guérison se poursuit, Will déclarant avec enjouement qu'il tient fermement à sa décision. Menacer sa sœur est une limite que ce perdant n'aurait jamais dû franchir. Crac, crac, et crac, des fractures de bras incessantes jusqu'à ce que l'esprit des Ulpus soit tourmenté et brisé. Il comprend maintenant que ce gamin n'est pas un guérisseur, mais Satan en personne. Tout comme la douche froide qu'a reçu l'instructeur, on fait comprendre douloureusement au noble qu'il ne peut plus déconner avec lui. Cette nuit-là, où il renvoie le noble avec ses salutations joyeuses comme si de rien n'était. Notre gars ne ressent pas la moindre once de regret, éprouvant même de la joie avant de dormir. Le lendemain, le tournoi principal est en cours. Les gens dans l'arène attendent ce match avec un vif intérêt. Les 4 qui ont passé le premier tour sont censés s'affronter. L'une d'entre eux s'avère être Erika elle-même, quelqu'un qui a surpassé les attentes de Will. Apparemment, elle s'est simplement enfermée dans des murs de feu, intimidant tous les autres pour qu'ils n'osent pas l'approcher. Pour faire court, cette fille n'a même pas bougé et a gagné par forfait. Mais quelque chose cloche. Will ne pense pas que ce soit toute l'histoire. Elle lui demande d'y aller doucement avec elle, mais ce type n'est pas un canard et a l'intention de tout donner. Erika exprime qu'elle visera une évaluation bien plus élevée après l'avoir battue, et ainsi commence leur confrontation épique. Son premier assaut prend la forme d'une boule de feu brûlante. Will contre cette attaque de feu en la bloquant de front. C'est un simple sort de feu. Rien de spécial. Même sa magie de guérison peut facilement régénérer n'importe quelle blessure sans problème. Ce simple mouvement lui fait sous-estimer Erika jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose de vraiment grave. Ce même sort qu'il a touché est plus qu'une simple attaque. C'est un piège. Erika continue son même assaut, lançant des boules de feu coup sur coup. Mais ces flammes ont quelque chose de spécial, elles ne s'éteignent pas du tout. Cette femme a appris à Matrazu de Itachi et a copié tout son style. Malgré sa faible puissance de feu, la durée est anormale. Même s'il maintient une récupération active, les dégâts répétés vont le blesser. Cette observation se confirme aussi par rapport à la dernière fois, quand il lui a demandé sa flamme pour tricher à l'examen de magie offensive de base. Cela montre aussi pourquoi aucun des concurrents ne pouvait l'approcher avec ses murs de feu, car les flammes ne s'éteignaient littéralement pas. Les flammes d'Erika sont une représentation de son entêtement, et la révélation soudaine de sa compétence attire l'attention de la foule. Pour être honnête, ils la soutiennent juste parce qu'ils veulent voir notre gars perdre. Un air d'arrogance s'empare d'elle. La prise de conscience qu'elle peut passer les préliminaires et même éliminer quelqu'un d'aussi puissant que Will. Formulant sa contre-attaque, notre gars éteint nonchalamment les flammes après avoir doublé sa puissance de guérison. Elle répète le même mouvement, mais Will est prêt cette fois. Sachant que ces flammes ne s'éteindront pas, il les saisit intentionnellement, renforçant plutôt son attaque personnelle. C'est une utilisation de génie de son intelligence au combat, car maintenant le guérisseur a des points de feu qui aident ses frappes offensives. Erika est sur le point de se faire balayer quand elle lève soudainement les mains et abandonne le match. Heureusement, elle sort indemne, l'annonceur déclarant notre gars vainqueur du match. Malheureusement, ses statistiques d'évaluation ne changeront pas beaucoup même après le match. La même foule qui soutenait Erika plus tôt se retourne maintenant contre elle, la traitant d'imposteur pour une mage offensive. La pauvre fille a été un soutien toute sa vie et s'effondre sous le poids des attentes, mais son cher ami l'aide à se relever, soulignant à quel point elle s'est bien battue. Il guérit même ses blessures, gagnant son affection. Cette douce petite romance est démolie lorsque le professeur Bod monte sur scène, déclarant que c'est la fin du chemin. Pointant son doigt vers le guérisseur, il considère sincèrement Will comme une ordure, et il est super énervé qu'une mage offensive ait abandonné face à quelqu'un comme ça. Ces paroles effraient la pauvre Erika, laissant Will se demander si c'est un comportement approprié de la part d'un instructeur.
Le superviseur se vante de sa position, soulignant que son rôle est de dire la vérité telle qu'elle est, ce qu'il considère comme encourageant. Mais en partant, il confirme à notre gars qu'il n'y aura qu'un seul candidat retenu pour le tournoi. L'homme en question s'approche du guérisseur. C'est le sérieux Sirius. Les deux ont une brève interaction. Sirius ne prend même pas la peine de le regarder en parlant. Il ne croit qu'en la force et est d'accord avec la vision du monde de l'instructeur Bod. Le guérisseur n'y voit pas d'inconvénient, sauf que le prodige a une dernière chose à admettre. Il reconnaît sincèrement la force du guérisseur, mais en même temps, Sirius a l'intention de prouver que sa propre philosophie est correcte en le battant lors de leur match. Jetons un œil au talent du prodige. Will se souvient d'avoir entendu son nom dans sa vie passée, un gars avec un niveau insensé de magie offensive, quelqu'un dont les victoires sont écrasantes. Rien ni personne ne peut se mettre sur son chemin sans être réduit en cendres. Le match final entre Sirius et Will est sur le point de commencer. À première vue, notre garçon comprend qu'il n'obtiendra la reconnaissance de l'académie que s'il bat le prodige ici, donc son objectif est de gagner. Le match final commence avec Sirius libérant une tornade écrasante depuis sa position. L'attaque prend trop de place, forçant Will à esquiver avec prudence. Ripostant avec sa propre vitesse dépassant les limites, Will se propulse à la vitesse de l'éclair, approchant le prodige de toutes ses forces. Mais avant qu'il ne puisse réduire la distance, Sirius lance une attaque de vent total, le maintenant à l'écart. C'est un problème pour le guérisseur. Il ne peut pas porter un coup sérieux sans s'approcher. Les deux forces de la nature continuent leur confrontation. Sirius et Will se font face pendant que Sirius remarque sa vitesse. Il lève la main pour attaquer et lance une rafale de vent intense en direction de son adversaire. Notre garçon se rend compte que la tornade d'avant n'avait rien à voir avec ce vent qui parvient à balayer toute la zone. Il a du mal à rester debout, mais il est maintenant temps de faire ses débuts. Il pose sa main sur le sol et commence à faire pousser un arbre gigantesque pendant que Erika dans la foule est émerveillée par la capacité de la magie de guérison, sachant qu'il est devenu plus fort. Il y a quelque temps, notre garçon a montré cette compétence au professeur Véronica et a expliqué qu'il avait infusé de l'énergie vitale dans la plante, ce qui l'a aidé à pousser rapidement. Il avait appris auparavant l'existence de la magie d'attaque qui pouvait manipuler les plantes et a décidé d'essayer avec cette compétence. Il voulait adapter ses tactiques en conséquence. Soudain, il commence à tomber par terre, et le professeur Véronica le maintient droit. Il est surpris par l'épuisement soudain de son mana car le livre ne précisait pas que cela pouvait être une technique aussi importante. Véronica déchiffre le mystère, expliquant que détruire est plus facile que guérir car la guérison consomme beaucoup plus de mana que la magie d'attaque, et reproduire de la magie d'attaque en utilisant la magie de guérison est probablement l'utilisation la plus inefficace du mana. Connaissant les conséquences de cette compétence, il prévoit de la garder pour les moments où elle pourra être utilisée à bon escient. Revenons au présent, notre gars utilise cette compétence sur le champ de bataille car sa magie d'attaque n'est pas très efficace, il décide donc de se fier à ce coup. Lorsque l'arbre finit de pousser, Sirius parvient à l'abattre avec une attaque de lame de vent. Cela déconcerte notre gars car la magie de Sirius se compose de tornades qui peuvent avaler les ennemis et de tempêtes qui peuvent balayer une vaste zone. Ces lames de vent sont destinées aux objets solides, tandis que la tornade s'occupe de quiconque s'approche de lui en se centrant autour de lui. Will se rend compte que Sirius est appelé le meilleur candidat pour une raison, mais il a aussi cherché à se renforcer en utilisant cette magie et saute en direction de Sirius. Instantanément, l'adversaire forme une tornade autour de lui et le rabaisse, disant qu'il ne pourra jamais l'atteindre quoi qu'il fasse. Et assurément, il n'avait pas tort. Dès que notre garçon heurte la tornade, il est projeté au loin. Sirius sourit, mais soudain il se rend compte que quelque chose ne va pas du tout. Il regarde son épaule et voit qu'elle est transpercée par un morceau de bois. La confusion est claire sur son visage alors qu'il exige une explication. Will révèle sa tactique avec confiance. Il savait que Sirius ne pouvait pas protéger le sol sous ses pieds. Alors la plante souterraine a envoyé ses racines dans toutes les directions, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec une épaule poignardée. Le protagoniste se demande s'il s'inquiète pour le professeur Bod car leurs personnalités sont radicalement différentes l'une de l'autre, tandis que Sirius gémit de douleur. Sirius précise que le professeur l'instruit parce qu'il est fort. Notre garçon lui pose d'autres questions, sachant qu'il vient d'une famille bien connue. Sirius révèle la vérité sur sa famille. La capacité magique compte avant tout. La personne la plus forte devient le chef de famille. Aucun autre facteur comme le sexe ou l'âge n'a d'importance. Cela a créé des ennemis au sein de la famille, tous luttant pour le pouvoir, et son propre père refuse de lui enseigner. Pour Sirius, écouter le professeur est le seul moyen pour lui d'acquérir réellement du pouvoir et de la force. Puis il rassemble à nouveau toute son énergie magique, ce qui surprend toute la foule, y compris notre protagoniste. Un dragon est formé à partir du pouvoir magique, et Sirius déclare qu'ils vont régler ça maintenant. Le dragon vise notre gars, lui faisant réaliser que ce n'est pas un jeu d'enfant. Il y a quelque temps, où il pensait que les mages avec de la magie offensive avaient la vie plus facile, ce qui lui donnait envie de s'entraîner plus dur, mais il avait tort depuis le début. Il a été frappé par le fait que le talent n'est pas la seule chose qui détermine la supériorité. Des choses comme la lignée, le talent et le passé jouent tous leur rôle. Tout cela l'amène à déclarer à Sirius qu'il veut le battre dans ce combat. Sirius est déconcerté par cette annonce soudaine. Will plaque sa main au sol, se préparant à utiliser sa graine spéciale et commence à faire pousser un arbre une fois de plus, nommé Yggdrasil.
La plante pousse rapidement, consommant beaucoup plus de mana que les autres plantes. Cependant, l'avantage est qu'il continuera à pousser tant que notre gars continuera à y verser du mana. Sirius attaque avec une lame de vent qui parvient à couper l'arbre en deux à nouveau, l'envoyant voler dans le ciel. Mais quand il lève les yeux, la seule branche qui volait est devenue un arbre massif, et il fonce droit sur lui. Pendant ce temps, où il suppose que comme la magie de Sirius est déjà utilisée pour maintenir le dragon de vent, il n'aura pas assez de temps pour se défendre. La supposition s'avère vraie, et l'arbre s'écrase sur Sirius. Alors qu'il lève les yeux, il voit Will debout avec un couteau pointé vers lui. En y réfléchissant, il se rend compte qu'il a perdu. Will est annoncé comme le vainqueur. La foule applaudit car elle ne s'attendait pas à ce que Sirius perde, et il parle de la force que possède le protagoniste. Puis le héros lui tend la main pour aider Sirius à se relever, louant sa force, mais Sirius semble abattu. Notre garçon essaie de le rassurer, admettant que c'était un bon match. Soudain, le professeur Bod entre, clairement déçu par Sirius. Avec sa force, il dégage l'arbre d'un coup de pied et le soulève par la taille. Il les mène, furieux que Sirius l'ait déçu, déclarant que son entraînement recommencera à zéro. Toute la foule se tait, sachant à quel point cela semble absolument choquant. Bod se tourne vers la foule, criant que cela s'adressait à tout le monde. Furieux, il n'arrive pas à croire qu'un simple guérisseur ait pris la première place. Will se rend compte que la crise de colère de Bod devient incontrôlable. Il commence à défendre Sirius, disant que sa force était plutôt bonne et que perdre ne signifie en aucun cas qu'il est faible. Alors qu'il s'apprête à défendre davantage son adversaire, Bod le fait taire avec colère. Puis Bod commence à marcher vers notre gars, se moquant de ses déclarations défensives pour Sirius. Il jette Sirius de côté et traite notre garçon de stupide, disant que dans un match, seule la force peut donner des résultats optimaux. Submergé par ses émotions, il déclare que perdre ne rend pas meilleur qu'un déchet mis au rebut. Will est perturbé d'entendre Bod parler si durement de son propre disciple. Il commence à argumenter que le fait d'être un guérisseur ne donne pas à Bod le droit de dire ce qu'il veut. Les yeux de Bod s'enflamment de fureur alors qu'il essaie de démoraliser notre gars, disant qu'il sera bientôt jeté du côté des faibles car il y a peu de valeur à être un guérisseur. Il le provoque davantage en soulignant la diminution drastique de ses niveaux de mana, ce qui surprend notre garçon. Bod ajoute que les faibles sont des parasites qui font tuer les plus forts. Être traité de poids mort plonge notre garçon dans un flashback de son passé où il était maltraité par Bod pour ne pas être assez fort. Même alors, il a essayé de se défendre, insistant sur le fait que les guérisseurs soutiennent les autres avec leur magie. En criant, il a essayé de prouver que le monde a besoin de guérisseurs pour maintenir l'équilibre, sinon l'humanité périra. Bod le lâche et se souvient comment son disciple s'était tenu en première ligne pour gagner du temps pour que l'arrière-garde s'échappe pour finalement être anéanti par de faibles monstres au point d'évasion. Son disciple est mort sans aucun endroit où aller, et Bod a regardé, impuissant, sachant qu'il ne pouvait pas le guérir. Il serre le poing et crie que Sirius ne devrait pas mourir pour des déchets comme ça. D'un point de vue pratique, le professeur n'a pas entièrement tort. Si vous êtes faible, vous finirez par mourir quoi qu'il arrive, et les gens doivent s'entraîner pour survivre. Pourtant, il viendra un temps où les monstres deviendront plus violents. Et quand cela arrivera, les forts ne pourront pas se permettre d'être égoïstes. Pour des moments comme ça, les gens sans talent doivent aussi savoir se battre. Revenant au présent, notre gars défie le professeur en duel, espérant que cela le forcera à le reconnaître. Bod ricane et accepte le défi, confiant qu'un simple guérisseur ne pourrait jamais gagner contre lui. En entendant cela, l'arbitre panique et demande si Bod est vraiment sérieux à propos du défi. Bod tord fièrement les règles à sa convenance. Sans autre issue, l'arbitre emporte Sirius. Un match spécial, Will contre Bod, est annoncé, et quelques instants plus tard, le match commence. Bod fait craquer ses doigts, se vantant qu'il va montrer à quel point notre garçon est vraiment faible. Avec la quantité de mana qui lui reste, Will s'inquiète d'affronter l'adversaire le plus fort qu'il ait rencontré depuis un certain temps. Il commence à planifier soigneusement car ce n'est pas un duel ordinaire. Alors qu'il est sur le point de commencer, Bod hurle sur la lenteur de notre gars et déchaîne son attaque. L'étincelle de la magie suffit à illuminer tout le sol. Il se vante ensuite de lui enseigner les 3 raisons pour lesquelles il est destiné à gagner. Une grande quantité de mana rayonne alors qu'il donne la première raison, l'avantage est la distance pour maîtriser l'ennemi. La deuxième raison est la vitesse, qui les empêche d'agir. La troisième raison est la puissance pour les achever d'un seul coup. Alors que Bod est sur le point de continuer, il se moque en disant que le protagoniste ne peut peut-être pas l'entendre en ce moment. Notre gars se relève une fois de plus, demandant où est la puissance qui achève en un seul coup. Bien qu'il soit visiblement blessé, notre garçon reste debout, sachant que le professeur possède une magie de foudre unique. Pour se protéger des dégâts électriques, il doit d'une manière ou d'une autre éviter un coup direct à l'intérieur de son corps. Il est conscient que ses compétences seront inutiles si son cerveau ou son cœur sont touchés, car sa magie de guérison ne sera pas assez rapide. Pour cette raison précise, il a créé un circuit sanguin qui pouvait facilement conduire l'électricité. Il cesse de percer la main avec son couteau. Ainsi, lorsque l'électricité frappe la lame, elle traverse son bras et ses jambes et est transmise dans le sol, minimisant les dégâts qu'il reçoit. Même ainsi, supporter des attaques électriques est extrêmement difficile. Il est maintenant temps pour notre garçon de lancer une contre-attaque. Bod le dénigre, disant qu'il a pitié de lui, sachant qu'il a à peine réussi à supporter l'attaque.
Will commence alors à renforcer physiquement son corps par la magie, mais réalise soudain qu'il ne peut pas infuser de force dans son corps. Bod révèle que sa foudre violette paralyse sa victime, la rendant incapable de bouger. Will réalise qu'il pourrait être en grande difficulté et lève à nouveau la main alors qu'une autre attaque se dirige vers lui. Avec arrogance, Bod veut continuer. Utilisant le mana restant, il doit voir combien de coups le protagoniste peut endurer. Bod déchaîne son attaque, plongeant la foule dans le choc pendant que notre garçon continue de l'endurer, sachant que le professeur a vraiment une magie unique, puissante et parfaite, ce qui alimente son arrogance. Mais le protagoniste refuse d'abandonner. Il décide qu'il va gagner, mettant chaque parcelle de son mana et de son endurance restant dans la manipulation. Il plaque sa main au sol et commence immédiatement à faire pousser un arbre au trésor d'eau. Cet arbre a la capacité d'absorber de vastes quantités d'eau du sol et de la stocker. Donc, s'il est utilisé comme barrière, l'électricité sera facilement dispersée. Cependant, le destin en a décidé autrement. Bod réussit à abattre l'arbre avec son attaque électrique, plongeant la foule dans le choc. Notre garçon reste sans voix alors que Bod commence à marcher vers lui, croyant que le protagoniste n'a plus rien. Mais alors que Bod regarde l'arbre tomber, il voit des champignons commencer à pousser rapidement, ce qui le choque vraiment. Notre garçon ressent un calme sentiment de soulagement. Sa technique a fonctionné, car les champignons poussent rapidement après un coup de foudre. Quand une forêt est transformée en terrain vague par la foudre, cela crée une opportunité de croissance sans ennemis, et les champignons sont parmi les premiers à apparaître. Mais ce n'est pas le seul avantage qu'il apporte. Il provoque aussi la paralysie dans le corps, et Bod en fait l'expérience directe. Il panique, et notre gars saisit l'occasion, sachant que la distance avantageuse entre lui et son adversaire a finalement disparu. Il charge son poing et le lance directement sur Bod, mais Bod parvient à l'esquiver et attaque notre garçon en plein dans le ventre. Il révèle qu'il est aussi doué en combat rapproché et que sa magie unique lui permet de manipuler davantage l'électricité. Il déclare que s'il renforce son corps avec de l'électricité pour accélérer ses mouvements, cette astuce paralysante ne serait rien en comparaison. Au sol, se tenant la poitrine, Will est incapable d'accepter qu'il pourrait ne pas gagner. Fièrement, Bod charge son poing, se déclarant vainqueur du duel. Mais avant qu'il ne puisse porter le coup, quelqu'un l'arrête. En se retournant, il voit le professeur Veronica, sa lame dégainée. Il essaie de l'ignorer, disant qu'elle ne devrait pas se mêler de ça en tant que nouvelle. Notre garçon frissonne, mais une lueur d'espoir naît quand il voit Veronica. Elle soutient que le résultat du match est clair et que frapper davantage le garçon ne causerait qu'une douleur inutile. Bod tente de se justifier, affirmant que Will est un guérisseur et qu'il peut simplement se soigner. Veronica défend notre gars, déclarant qu'il n'a plus de pouvoir magique car il a tout donné dans les duels qu'il vient de mener. En colère, Bod tente d'attaquer à nouveau, pensant que Veronica manque simplement de courage pour aller jusqu'au bout. Veronica charge immédiatement son épée, et les deux s'élancent l'un vers l'autre pour frapper. Soudain, le directeur apparaît, mettant fin à la querelle. Il se tient entre eux, empêchant Bod d'avancer, et s'excuse auprès de Veronica de ne pas avoir expliqué la situation plus tôt. Il annonce la fin de l'examen de sélection et ordonne à tout le monde de quitter les lieux. Alors que les étudiants commencent à se disperser, notre gars essaie de se soigner mais échoue, étant complètement à court de mana. Veronica prend Will dans ses bras, l'assurant qu'il s'est bien débrouillé. Elle l'exhorte à se reposer et à ne pas repousser ses limites, mais ces assurances ne lui suffisent pas. Le lendemain, il marche dans l'école en pensant à la différence de puissance. Cela le déconcerte toujours de savoir comment l'humanité a pu cesser d'exister même avec des gens aussi forts, et il décide donc de gagner de plus en plus de force. Will entre dans la pièce, et le directeur est ravi de le voir, remarquant que ses blessures ont considérablement guéri. Notre garçon explique qu'une fois son mana revenu, la guérison a été presque instantanée. Le directeur suppose que Will n'aura aucun problème avec l'entraînement sur le terrain, ce qui surprend le protagoniste. Il continue alors, expliquant que puisque Will a obtenu la première place à la sélection, il a réussi. Avec lui, Sirius et Erika ont également réussi. Will exige une explication, car Bod avait précédemment déclaré que tout le monde avait échoué. Le directeur explique que cela se produit chaque année pour faire croire aux étudiants qu'ils sont en crise, suscitant leur sérieux, bien que certains soient finalement validés. Comme l'entraînement sur le terrain comporte un grand danger, Bod a dû jouer un rôle en tant que professeur, et bien que dur, cela a atteint son objectif. Dans sa vie antérieure, Bod était constamment en première ligne pour l'humanité et était l'un des héros qui ont tenté de sauver l'humanité de l'extinction. Le directeur exhorte alors le protagoniste à former une équipe avec des étudiants d'autres écoles en tant qu'attaquants afin qu'ils puissent accepter de vraies requêtes de subjugation de monstres. Cela fait réaliser à Will que ce sera la première fois qu'il affrontera des monstres, les mêmes monstres qui ont été la cause directe de l'extinction de l'humanité dans sa vie passée. Les créatures qui possèdent un pouvoir magique sont connues sous le nom de monstres, mais tous les monstres ne sont pas intrinsèquement menaçants pour l'humanité. Certains peuvent attaquer les humains, mais souvent uniquement pour leur propre survie. Si leur comportement écologique avait été correctement étudié, ils auraient pu être utilisés comme des espèces voisines plutôt que d'être traités comme des ennemis. Cependant, dans 2 ans, le monde est destiné à changer sous l'influence de la Lune Rouge. Les monstres exposés à la Lune Rouge deviendront féroces, et différentes espèces de super-monstres commenceront à s'unir avec un seul objectif, anéantir complètement l'humanité. Puis,
2 ans après cette catastrophe, le roi démon lui-même descendra sur le monde. Cette séquence d'événements placera l'humanité dans un désavantage complet, provoquant l'effondrement des nations et la mort d'innombrables personnes. Les mages d'attaque seront demandés sur le champ de bataille. Mais comme la situation sera incontrôlable, ils continueront à perdre la vie aux côtés des chevaliers. Même les mages guérisseurs seront massacrés une fois que les premières lignes tomberont, ne laissant aucun soutien pour les blessés. Au moment où le protagoniste meurt dans sa vie antérieure, il ne reste presque plus d'humains capables de se battre. Si les gens continuent à vivre sans rien changer, l'humanité ne pourra plus survivre. Il ne peut pas permettre qu'une telle tragédie se reproduise. Il jure de se renforcer au-delà de quiconque dans sa vie antérieure afin de pouvoir résister à la grande invasion des monstres. Plus que cela, il veut découvrir la véritable cause derrière la lune rouge qui a rendu les monstres fous, espérant éliminer la source de la calamité elle-même. Le directeur remarque la détermination qui se reflète dans ses yeux et est profondément impressionné. Il trouve le comportement de Will prometteur et se demande si les professeurs sont assez prudents concernant le prochain entraînement sur le terrain. Le directeur l'assure que des mesures appropriées sont en place, mais il indique clairement qu'il veut particulièrement encourager la croissance de Will. Plus tard, alors qu'il se tient à l'extérieur du campus avec Veronica, Bod s'approche du protagoniste. Alors que Will tente de montrer qu'il comprend la raison du comportement de Bod lui crie à nouveau dessus et s'en va. Pourtant, avant de partir, il dit à Will de faire de son mieux pendant l'entraînement. Puis, juste au moment où il se détourne, il le remercie tranquillement d'avoir soigné Sirius. Sirius, qui se tenait derrière lui, s'avance également et remercie Will. Il dit que maintenant il peut travailler sur ses faiblesses et devenir plus fort que jamais. Tant qu'il survit, il sait qu'il pourra éventuellement se venger, et cette fois, cela ne disparaîtra pas en fumée. Le protagoniste l'exhorte à devenir encore plus fort, et les deux se cognent les poings en signe d'accord silencieux. Pour Will, c'est un avantage que des mages d'attaque plus compétents commencent à apparaître car ils seront des alliés précieux dans les combats à venir contre les monstres peu après leur départ en calèche. Après un certain temps, on les informe que la forêt de Dincle approche et que les détails de l'entraînement seront bientôt passés en revue. Veronica explique qu'ils combattront des gobelins dans le cadre d'une mission commandée dans la forêt de Dincle. Elle se met ensuite à guider 3 étudiants de Schwartz, Elec et Gilbern. Puis elle se tourne vers Will, l'informant qu'il formera une équipe de 4 personnes, soutenue par un professeur de l'une des académies. Erika demande si les membres de l'équipe ont déjà été décidés, et Veronica la rassure en lui disant qu'elle sera dans la même équipe qu'elle. Même si Erika trouve Veronica intimidante, elle considère que c'est bien mieux que d'être associée à un parfait inconnu. Après un moment, on leur annonce qu'ils sont arrivés. Alors qu'ils descendent de la calèche, Veronica remarque que les étudiants de Gilbern sont déjà arrivés sur les lieux. Le protagoniste se dit que dans sa vie antérieure, il n'avait pas beaucoup de connaissances ni de relations. Soudain, une fille se précipite vers Will et l'étreint fermement, s'exclamant qu'elle mourrait d'envie de le rencontrer. Le protagoniste panique, complètement perdu quant à l'identité de cette fille. Elle se présente rapidement comme Marie Goldgrand, petite fille du directeur de l'Académie Schwartz, Alnaram Goldgrand. Le héros est complètement abasourdi par sa présentation, car il se souvient très bien d'elle de sa vie passée. Il ne s'attendait pas à rencontrer la fille qu'il avait soignée autrefois chez le directeur, et encore moins ici, dans la forêt. La revoir le pousse à se demander comment elle va, et elle le rassure rapidement en lui disant qu'elle se porte très bien. Presque immédiatement, elle commence à s'excuser, disant qu'elle n'a jamais pu le remercier correctement à l'époque. Il écarte cela d'un geste désinvolte, lui disant que ce n'était rien, mais elle insiste sur le fait qu'elle veut lui rendre l'appareil en faisant quelque chose pour lui. Elle explique alors qu'elle n'avait aucun talent pour la magie, et qu'à la place, elle s'est inscrite à l'Académie Gilbert et s'est consacrée à l'apprentissage de l'escrime. Grâce à ses efforts acharnés, elle a fini par devenir la meilleure étudiante à l'examen de sélection de l'Académie. Elle glousse en remarquant à quel point le protagoniste a l'air impressionné. Il est sincèrement ému par son exploit, car il y a quelques mois à peine, elle était clouée au lit, et pourtant, en si peu de temps, elle a réussi à atteindre le sommet. Lui prenant la main, elle lui dit qu'ils ont été placés dans la même équipe en raison de leurs talents respectifs et qu'elle fera de son mieux pour lui être utile. À ce moment-là, il comprend enfin ce que le directeur voulait vraiment dire quand il parlait de prendre soin d'elle. Avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage, elle l'entraîne soudainement pour saluer les étudiants qui viennent d'arriver de Hellish. Observant de loin, Veronica et Erika sont surprises de voir à quel point ils semblent joyeux et complices ensemble. Devant la calèche de Hellish, Marie demande si Olin et Terf sont à l'intérieur. Olin commence bientôt à sortir, disant calmement qu'il n'y a pas besoin de se presser. Il salue tout le monde avec entrain, se présentant comme le professeur assigné à leur équipe. Olin est un professeur à l'Académie Hellish. Et dans la vie antérieure de Will, Olin avait été le plus grand mage guérisseur de son époque. Réaliser qu'il est maintenant dans la même équipe que lui remplit Will d'un bonheur sincère. Ensuite, Terf sort également de la calèche, et Marie se présente à lui. Cependant, Terf se fige en remarquant qu'ils se tiennent la main. Naturellement, il demande à être présenté au protagoniste. Will se présente, et Terf suppose rapidement qu'il doit être un mage d'attaque. Olin dit alors aux étudiants qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent et qu'il se contentera de les surveiller. Cette attitude décontractée surprend tous les étudiants. Will s'approche d'Olin et lui demande s'il peut l'appeler maître. Olin demande pourquoi, et Will explique qu'il utilise lui-même la magie de guérison,
mais n'a jamais eu de véritable professeur pour l'aider à la pratiquer et la perfectionner. Il demande alors si Olin serait disposé à lui enseigner. Olin dit qu'il a déjà entendu parler de Will et accepte volontiers de lui enseigner quelques notions de magie de guérison. Marie se précipite derrière eux, insistant sur le fait qu'elle devrait aussi pouvoir appeler Olin maître si Will le fait. De loin, Véronica observe à quel point l'équipe semble bien s'entendre. Plus tard, lorsque la mission de subjugation est assignée, chaque équipe reçoit pour instruction d'opérer depuis une hutte servant de base. La zone où des gobelins ont été signalés se trouve au plus profond de la forêt, alors Olin, Marie et Will décident de s'y rendre immédiatement. Pendant ce temps, Terf, le mage guérisseur, reçoit l'ordre de rester à la base, évitant les lignes de front conformément au protocole traditionnel. Alors qu'il marche vers la zone d'apparition des gobelins, Marie demande si Will va vraiment se contenter d'agir comme un mage guérisseur en première ligne. Il répond calmement, lui disant de ne pas s'inquiéter pour lui. Il explique qu'il agira plutôt comme le superviseur du groupe, leur permettant de se battre librement pendant qu'il garde un œil sur tout. Prenant ses paroles au sérieux, les deux acceptent que le superviseur n'ait pas de règles strictes. Il commence immédiatement à chasser les gobelins. D'un seul mouvement rapide, Marie abat tout un groupe de gobelins d'un coup. Le protagoniste a du mal à croire ce qu'il voit, se souvenant qu'il y a quelques mois à peine, elle était complètement clouée au lit.